Patrick Bouchain. On va partir d'une idée absurde, au fond, mais peut-être pas tant, à savoir que l'architecture n'aurait jamais été une discipline autonome. C'est-à-dire que, au fond, l'architecture aurait été toujours corrélée à autre chose que elle-même, c'est-à-dire la conception de bâtiments, voilà, donc qu'on élabore, qu'on construit avec des matériaux d'une certaine façon, en fonction et en vue d'un certain usage. Patrick Bouchain, eh bien, c'est celui par lequel le passé ne peut pas s'effacer d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que on a ici non seulement un architecte qui est un réhabiliteur d'espace, déjà chargé de vie, que ce soit des espaces qui ont été des usines, des entrepôts, des lieux où les gens ont habité, des immeubles comme ceci, bon, ou que ce soit même les personnes qui ont habité ces lieux, sachant qu'on a là on pourrait dire des architectes les plus réputés qui soient en matière de ce qu'on appelle l'architecture collaborative, c'est-à-dire celle non pas qui se fait dans une agence de spécialistes dirigée par un architecte ou une architecte, mais qui se fait en contact avec les habitants, au prorata de ce que ceux-ci désirent, de ce qu'ils veulent, etc., en vue de ce qu'on appelle l'appropriation. C'est une obsession de certains architectes, notamment du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, je pense à Yona Friedman par exemple, d'avoir posé cette question essentielle, mais au fond, est-ce que la seule vraie architecture, ce n'est pas celle que pourraient faire les personnes qui y vivent, évidemment, si elles en avaient les compétences. Donc, voilà, le travail de Patrick Bouchain, c'est ça, c'est à la fois dire eh bien, le monde existe, il est déjà là, il nous lègue un héritage construit, et puis dans ce monde, il y a des personnes. Il y a des personnes et on ne peut pas faire comme si ces personnes n'existaient pas. On ne peut pas ne pas tenir compte de leur avis. C'est impossible. Comment Patrick Bouchain va-t-il se faire connaître? Eh bien, il va avoir à réhabiliter un très grand nombre de lieux au cours de sa carrière, qui sont souvent des lieux techniques, des lieux du monde du travail, des usines, par exemple à Nantes, l'usine Lu, donc le fameux petit gâteau, qui va transformer en espace culturel. À Roubaix, la condition publique, par exemple, la condition publique de Roubaix, c'était un entrepôt de laine, de soie, de coton, pendant un bon moment, donc au XIXe siècle jusqu'au début du XXe, on avait stocké là donc, ces denrées donc, qui n'étaient en général pas produites sur place. Et d'autres lieux de cet ordre-là. Quel est le travail, chaque fois, de Patrick Bouchain? C'est absolument pas du tout la table rase, c'est pas du tout la dévotion, même sacrale, au bâtiment, ne pas le toucher, mais c'est cette volonté de continuer à faire vivre une histoire, l'histoire de la fonction du bâtiment, dans un présent qui voit effectivement la vocation de ce bâtiment complètement modifiée. Bon, par exemple, le lieu unique de Nantes, c'est un espace culturel. Ça n'a plus rien à voir avec une fabrique de pâtisserie, bien évidemment. Mais on va garder l'esprit du lieu autant que faire se peut. Et donc, ça détermine une façon de travailler très particulière où l'architecte doit conserver, il doit sélectionner aussi ce qu'il conserve et avoir toujours en vue que on ne peut pas, dans un contexte donné, imposer, comme la modernité a pu le faire avec une grande violence, des bâtiments qui ne sont pas corrélés à l'histoire même des résidents. Donc il y a cette dimension de contextualité qui est chez lui intense. Alors, est-ce à dire que c'est un architecte qui n'invente jamais? Évidemment, non, ce serait faux, et il a eu l'occasion de le prouver à maintes reprises, et parfois d'une façon tout à fait personnelle, mais sans jamais, de nouveau, se départir de cette obsession de réintroduire une matière, donc, du passé dans le présent. C'est très visible quand il conçoit pour la compagnie de théâtre équestre de Zingaro à Aubervilliers, le fameux cirque Zingaro. Allons sur ce cirque et découvrons quelque chose de très, très, très curieux. Ce n'est pas un chapiteau, comme on pourrait le penser, mais c'est une construction en bois, essentiellement, qui a la forme, en effet, la forme symbolique d'un chapiteau. Mais dans le même temps, ce lieu peut évoquer un hangar, il peut évoquer une église, une chapelle, il peut évoquer toute autre chose, c'est assez curieux.
L'important étant ici de constater que le lieu devient un ancrage, certes géodésique, il est placé quelque part, topographiquement, mais un ancrage mental pour celui qui y est confronté. C'est-à-dire qu'au bout du compte, dans cette architecture-là, se condense toute une histoire, en quelque sorte, de la vie, toute une histoire de la pratique des bâtiments en fonction de on pourrait dire, de l'affectation qui était la leur, qu'il s'agisse de résider, qu'il s'agisse de travailler ou qu'il s'agisse finalement de s'amuser.